Bonjour. Aujourd'hui, nous allons parler de l'adaptation d'un des pionniers du fantastique dans la littérature, Ernst Theodor Wilhelm Hoffmann, né en 1776 à Königsberg. Il se passionne pour la musique et se révèle un pianiste hors pair, et à l'université dévore la littérature de tous horizons. Mais il est mené par sa famille vers des études de droit. Il devient alors clerc de notaire à 23 ans. Puis en 1800, il part en Pologne, où il rencontrera son épouse, Maria Telka Mikalina Rorer-Trinska. Il songe à abandonner l'administration pour l'art, mais ne parvient pas à se décider entre la peinture, la musique et la poésie. À Varsovie, il est initié à la littérature romantique et au théâtre. Forcé de retourner à Berlin quand Napoléon occupera la capitale polonaise en 1807, il sera tour à tour directeur de théâtre, critique de musique, puis directeur musical. Sa carrière d'auteur décolle en 1813. Il écrira alors plusieurs opéras, pièces de théâtre, mais on le connaît surtout pour ses recueils de nouvelles. En associant une touche de macabre à l'irréel du romantisme allemand, Hoffmann est un pionnier du genre fantastique. Il a inspiré Dickens, Poe, Hitchcock et bien d'autres. 2 opéras célèbres sont même inspirés de ses travaux, les contes d'Hoffmann d'Offenbach, dont nous allons parler aujourd'hui, et Casse-Noisette de Tchaïkovski. Il est parmi les premiers à mettre en scène des doubles maléfiques ou des automates dans ses nouvelles. Son œuvre rencontre celle de Richard Oswald, un réalisateur né à Vienne en 1880, qui fut tout d'abord acteur sur la scène de la capitale autrichienne, puis fit ses débuts de metteur en scène à l'âge de 24 ans. Et en 1916, Oswald monta sa propre compagnie de production en Allemagne, rédigeant et mettant en scène la plupart des films. Avant 1920, il adapta les classiques de la littérature comme Le Portrait de Dorian Gray, Peer Gynt et Le Tour du monde en 80 jours. Il réalisa plus d'une centaine de films, dont, différent des autres, un film sur l'homosexualité qui fut interdit. Et il a notamment réalisé en 1932 Contes étranges avec Paul Wegener, une sorte de remake de son propre film de 1919. Mais on reparlera de tout ça plus tard. Il décide donc d'adapter les contes d'Hoffmann, un opéra d'Offenbach basé sur 3 nouvelles de Hoffmann. Les aventures de la nuit de Saint-Sylvestre, où le héros se fait voler son reflet par Giulietta et rencontre Peter Schlemihl, le héros d'un autre roman qui s'est fait voler son ombre. L'homme au sable et le conseiller Crespel et sa fille qui ne doit pas chanter. Le film de 1916, Les Contes d'Hoffmann, suit le héros Hoffmann lui-même à travers ces 3 histoires. Dans la première, inspirée de L'homme au sable, un certain Spallanzani possède la poupée mécanique Olympia, une très jolie créature grandeur nature, et le méchant Coppelius donne au héros d'étranges lunettes. À travers elles, le monde s'avère complètement différent, et quand Hoffmann voit Olympia à travers ses lunettes, il ne se rend pas compte qu'elle est une poupée. Il tombe amoureux d'elle, et bien que ses mouvements de danse soient très anguleux, il ne se rend toujours pas compte que cette charmante créature n'est pas réelle. Lorsque Coppelius revient, il détruit Olympia de rage. Et Hoffmann est humilié. Dans la deuxième partie, inspirée de la nuit de la Saint-Sylvestre, le décor est un palais vénitien. La séduisante Giulietta donne une fête avec ses invités, et Hoffmann est présent lorsqu'apparaît Schlemihl, un homme extrêmement jaloux qui cherche à se reprocher de Giulietta. Hoffmann et Schlemihl vont s'affronter aux cartes, puis jusqu'à en venir à un duel entre les deux, dans lequel tombe Schlemihl transpercé par un coup d'Hoffmann. Hoffmann doit alors fuir lorsqu'il rencontre Giulietta pour la dernière fois et lui donne son propre reflet avec un amour profond. Cependant, elle ne fait que se moquer de lui. Enfin, dans la 3e histoire inspirée du conseiller Crespel, Hoffmann rencontre le conseiller Crespel et sa fille Antonia. Quand Hoffmann apprend à mieux connaître Antonia, ils tombent tous les deux amoureux, au point qu'Antonia accepte de renoncer à sa carrière de chanteuse au profit de cet amour. Mais le mystérieux docteur Miracle, qui a déjà mis fin à la vie de la mère d'Antonia, tente également d'exercer son terrible pouvoir sur la fille. Il parvient à faire croire à Antonia que sa mère communiquerait avec elle depuis l'au-delà et l'encourage à continuer à chanter à sa guise. Or,
Antonia est, comme sa mère, victime d'une terrible maladie qui entraîne sa mort si elle se met à chanter trop. Antonia, poussée par le docteur Miracle, se met à chanter et meurt. Profondément désespérée, Hoffman quitte la maison Crespel et s'enfuit à nouveau. Richard Oswald n'a pas adapté le prologue de l'opéra, qui sert de fil rouge, ce qui fait que l'on saute de scène en scène avec une certaine confusion. De plus, il a mis de côté les aspects les plus fantastiques des contes adaptés, notamment le reflet volé, et hormis quelques jolis plans, nous laisse une réalisation un peu plate. L'essentiel du film vient donc de l'ambiance, opéra fantastique, et surtout le jeu des acteurs. Eric Kaiser-Titz a commencé au théâtre, puis est venu au cinéma en 1911 pour Oskar Mester, le Méliès allemand. Il a été vu dans de nombreux seconds rôles muets et aurait joué dans plus de 300 films. Kurt von Wolosky, qui a appris le métier de théâtre auprès de Max Reinhardt et a joué à Berlin à la fin entre les années 10 et 20, a développé son talent spécial pour la première fois au cinéma dans ce film, la parodie de grands collègues acteurs avec lesquels il a été sur scène. Cette capacité lui a également donné un travail d'enregistrement pour la radio et des disques. Et Werner Krauss, qui a commencé sa carrière d'acteur en 1903 sous la tutelle de Max Reinhardt, se tourne vers le cinéma en 1916. C'est le début d'une très grande carrière, considéré comme l'un des meilleurs acteurs de son temps. On le reverra dans Le cabinet du docteur Caligari. On peut noter que tous les acteurs de ce film sont passés par le théâtre avant le cinéma.